Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado du Réseau 1 Québec. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le cœur. Avec moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous introduire deux résidents. Bonjour, je m'appelle Éloi Prévost. Je suis résident R2 en médecine familiale au GMFU Sacré-Cœur. Thomas Larente, également R2 en médecine familiale au GMFU de Sacré-Cœur. Avez-vous des conflits d'intérêt à déclarer? Aucun conflit d'intérêt. Aucun conflit d'intérêt. Parfait, moi non plus. Tout d'abord, on voulait prendre le temps de remercier parce que là, on est seulement 2 présentateurs, mais ce projet-là, c'est un projet qui s'est fait en équipe. Donc, on voulait remercier Sarah-Ève Loisel et Jasmine Godet qui ne sont pas présentes avec nous aujourd'hui. On voulait aussi prendre le temps de remercier spécialement le Dr. Whitmer, président de Choisir avec soin, qui a aidé notre projet, qui a aidé à le chapeauter, puis Dr. Moreau également, qui a supervisé notre projet. Donc, notre projet, c'est sur la stratification du risque coronarien chez les patients qui se présentent avec des DRS. Donc, si je commence, on a fait 2 cas pour vous. Le premier cas, c'est un patient de 28 ans sans facteur de risque qui se présente à la clinique de médecine familiale pour des serrements dans la poitrine qui arrivent lorsqu'il fait des efforts super intenses dans ses parties de hockey. Il n'y a jamais de douleur au repos et ses symptômes ont seulement commencé depuis 1 mois. À l'examen physique, on trouve que la douleur elle est reproductible à la palpation de la cage thoracique, puis on obtient un ECG qui démontre aucun signe d'ischémie. On se demande, est-ce qu'il y aurait des chances que ce soit cardiaque? Est-ce qu'on devrait faire un tapis de roulant pour ce patient-là? Deuxième cas clinique, une patiente de 67 ans qui est diabétique, hypertendue. Elle se présente à l'urgence pour une douleur rétrosternale qui est constante depuis 6 heures, mais qui est en train de s'estomper. Suite à notre questionnaire puis notre examen physique, on hésite entre une cause cardiaque ou une cause digestive. On fait un ECG et des troponines, tous les deux s'avèrent normaux. En l'absence de signes inquiétants, on se dit qu'on pourrait congédier la patiente avec un IPP, mais on se demande, étant donné qu'elle a des facteurs de risque, est-ce que ce serait sage de lui faire une épreuve d'effort en externe pour s'assurer qu'il n'y a pas de cause coronarienne sous-jacente? C'est vraiment des situations qu'on voit fréquemment. Là, en fait, la douleur rétrosternale ou la douleur thoracique, c'est une des causes les plus fréquentes de consultation à la fois au bureau et à l'urgence. Il y a une large étude américaine qui a recensé que 9,2% des visites à l'urgence, c'était pour des DRS. Quand on a un patient à l'urgence avec une DRS et qu'on exclut le syndrome coronarien aigu avec des ECG et des tropos, mais la prochaine étape, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut renvoyer le patient à la maison de façon sécuritaire? Si oui, est-ce que j'ai besoin de lui demander une épreuve d'effort? Les plus récents guidelines américains, ce qu'ils recommandent, c'est de proposer des épreuves d'effort à tous les patients qui sont à risque modéré. Le problème avec ça, par contre, c'est que c'est jusqu'à 63% des patients qui pourraient être considérés dans cette catégorie-là et qui pourraient donc requérir des tests supplémentaires. La première supposition sur laquelle on se base, c'est que le risque que mon patient fasse un événement coronarien, il est significatif à court terme. Ça, c'est la première supposition. Deuxième supposition, c'est que les tests de stratification cardiologique ils sont suffisamment performants pour détecter la maladie coronarienne afin qu'il vaille la peine de les demander. Troisième supposition, détecter la maladie coronarienne chez les patients de façon précoce permettrait de réduire leur morbidité et leur mortalité. Donc, si on résume, là, vous avez présenté 2 cas. Un jeune, 28 ans, qui n'a pas de facteur de risque, et on se demande est-ce qu'on devrait les stratifier ou pas. Puis, une femme plus âgée qui a plusieurs facteurs de risque. Elle, selon les lignes directrices américaines, elle mérite son épreuve d'effort, mais vous dites que de demander une épreuve d'effort, c'est d'avoir certaines suppositions que ce test-là nous aide. Exactement. C'est sur ces questions-là que notre projet s'est penché, voir est-ce que ces suppositions-là sont vraies, puis est-ce que ces tests-là peuvent être utiles pour notre patient. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une revue de la littérature, puis on a commencé par chercher sur PubMed les 100 premiers résultats qu'on obtenait quand on entrait les mots-clés chest pain et stress test. Ensuite de ça, on a poussé notre analyse plus loin en incorporant des articles qui faisaient partie de la bibliographie des articles qu'on a trouvés. Aujourd'hui, par souci de temps, on va vous présenter seulement une petite proportion des études qu'on a analysées. Par contre, les conclusions qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça porte sur l'ensemble de notre analyse. On s'est également inspiré de plusieurs sources de formation continue qui se sont déjà penchées sur cette question-là. Notamment, il y a le podcast de TopMU, « Ai-je vraiment besoin d'une épreuve d'effort pour cette DRS ?»
Il y a aussi une revue de la littérature par le docteur Justin Morgenstern sur First 10EM et un épisode du balado Emergency Medicine Cases. Avant de se lancer dans les différents articles qu'on a trouvés, c'est important seulement de garder en tête certains biais là, qui rendent l'analyse de cette littérature-là quand même complexe. La majorité des études, ils vont avoir comme issue primaire la notion d'un MACE, soit le Major Adverse Cardiac Event. C'est une issue composite de multiples points, puis quand on les décortique un par un, on peut voir qu'il y a quand même certains problèmes avec ces issues-là. Ils peuvent être difficiles à analyser. Le premier, c'est un décès de toute cause. C'est définitivement une issue qui est centrée sur le patient, mais décès de toute cause, ça va inclure beaucoup de décès qui ne sont pas nécessairement reliés à la maladie coronarienne. Ensuite, on parle des décès de cause cardiaque. C'est une issue qui est très difficile à préciser, là. À moins qu'on fasse une autopsie, on ne sait pas vraiment c'est quoi la cause du décès de notre patient. Si ensuite on regarde, il y a l'issue d'infarctus du myocarde non fatal. C'est une issue qui est importante, mais qui est grandement imparfaite. Dans la majorité des études qu'on va citer, ça se base sur une étude rétrospective de la revue de dossier, puis ça se base sur principalement une augmentation de la troponine. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait pas si l'augmentation de la troponine était réellement reliée à un syndrome coronarien aigu. Est-ce que c'était vraiment une vraie occlusion qui a augmenté la troponine ou une autre cause? Puis il y a également des auteurs qui ont fait l'argument qu'on surdiagnostiquait souvent les infarctus du myocarde. Ensuite, il y a la notion de revascularisation. Ça, c'est très problématique dans les études de stratification cardiologique parce que l'épreuve d'effort en soi va augmenter la probabilité de faire une coronarographie qui va amener à une revascularisation. Donc, on se retrouve dans un raisonnement circulaire où est-ce que l'intervention en soi va affecter l'issue, mais pas pour la bonne raison. Finalement, il inclut les diagnostics d'angine instable, qui est principalement un diagnostic clinique, mais donc qui est très prompt à avoir un biais là, de sélection parce que s'il y a un patient qui avait eu une épreuve d'effort anormale et qui avait une étiquette de MCIS, bien, on aura beaucoup plus tendance à classer sa douleur thoracique comme étant d'une cause angineuse. Finalement, les différentes études, ils vont avoir des définitions variables pour les MACE, fait que ça peut devenir un peu difficile à analyser. Ça fait longtemps que les gens discutent de MACE puis les problèmes avec MACE. Si je vous posais une question difficile, ça serait quoi votre issue principale idéale si c'est pas un MACE? Pour nous, les issues idéales, ce seraient les issues qui seraient centrées sur le patient. Je pense que la principale, puis il y en a plusieurs études qui vont les décortiquer puis l'analyser, c'est hospitalisation pour un infarctus du myocarde. Fait que si on regarde un patient qui a été hospitalisé dont le diagnostic principal était un infarctus, bien là, on serait assez précis sur la maladie coronarienne. Donc, ça serait une issue qui ne serait pas composite et qui a un impact morbidité-mortalité pour les patients. Super intéressant. Quand on a un patient qui se présente avec une douleur rétrosternale et que ce n'est pas un syndrome coronarien aigu, comment est-ce qu'on peut savoir si ce patient-là est à haut risque d'un événement coronarien dans l'avenir? Alors, c'est une excellente question, puis c'est sur ça que ça se base notre projet. En fait, avoir les chiffres en tête, ça permet vraiment d'avoir une discussion avec le patient pour qu'il puisse avoir une décision éclairée. Donc, ces chiffres-là, on les a trouvés en analysant trois études principales. C'est des études qui regardaient des patients qui avaient des facteurs de risque cardiologiques, dont un âge moyen de 50 ans. Il y avait une proportion d'hypertendus qui était entre 30 et 50 %. Ces patients-là, ils se sont présentés pour des DRS à l'urgence et ils n'avaient pas de syndrome coronarien aigu. Si on regarde les trois études, la première, Napoli, c'est une étude qui a été publiée en 2014. Il y avait 3500 patients là-dedans. Le taux de MACE à 30 jours était de 0,1 %. Deuxième étude, l'étude de Foy en 2015, 420 000 patients. Le taux d'hospitalisation pour un infarctus du myocarde à 7 jours était 0,11 % et à 190 jours, 0,33 %. Finalement, la troisième étude de Lim en 2013, un nombre de patients autour de 1700, il y avait un taux de MACE à 30 jours de 0,5 % et à 1 an de 0,86 %. Donc, avec ces chiffres-là, on peut conclure que les patients qui se présentent avec des DRS qui n'ont pas de syndrome coronarien aigu à l'urgence sont
probablement à faible risque, en bas de 1%, de faire un événement coronarien significatif à court terme. Très intéressant, Éloi. Puis si je peux rajouter, là, il existe même un outil de Testing Wisely. Là. J'invite les auditeurs à aller voir sur Internet. C'est un outil qui nous aide à déterminer la probabilité pré-test de notre patient avec ses caractéristiques individuelles. Il y a beaucoup de gens qui seraient surpris que quand on rentre les chiffres là-dedans, puis on prend un homme en haut de 65 ans avec une DRS typique, si on lui fait un ECG, une tropo qui sont normales, bien, son risque d'événement à court terme est en bas de 1%. C'est quand même intéressant. Je pense que le clinicien normal penserait que le taux d'événement coronarien aigu serait beaucoup plus élevé que ça. Fait qu'on pourrait dire à nos patients, écoutez, aujourd'hui, il n'y avait pas d'événement aigu. Et les chances qu'il vous arrive un événement aigu, mettons, dans les prochains mois, si je prends 100 personnes comme vous, il y en a moins de 1 qui va avoir un événement cardiaque dans les prochains mois. C'est exact, ça permet de relativiser un petit peu. Là. Puis mettons que le patient devant moi, il est inquiet d'être le 1 sur 100. Est-ce qu'il y a des tests qui nous permettent de vraiment prédire ça va-tu être lui qui va avoir un événement coronarien dans les prochains mois? Alors, pour répondre à cette question-là, ce qui est utile d'avoir, c'est de savoir c'est quoi la sensibilité et la spécificité des différents tests de stratification cardiologique qui sont disponibles. Si on regarde le guide clinique des sociétés américaines de cardiologie qui a été publié par Finn en 2012, ça précise clairement les valeurs de ces tests-là. En général, on parle des valeurs autour de 80% pour la sensibilité et 80% pour la spécificité. Si on se penche plus précisément sur le CG d'effort, qui est le plus prescrit, qui est probablement le moins performant, une sensibilité qui est à 61% puis une spécificité à 74%. Le Coroscan, à l'inverse, ça serait possiblement la meilleure option. On parle d'une sensibilité d'autour de 95% puis une spécificité à 80%. Mais là, si on prend en compte le contexte que la prévalence de la maladie coronarienne, elle est faible, elle est en bas de 1%, comme on vient de dire, avec la performance de ces tests-là, on se retrouve avec une très mauvaise valeur prédictive positive. C'est-à-dire que la plupart du temps, un test positif ne va pas signifier qu'il y a vraiment une pathologie chez notre patient. Puis un test négatif ne nous rassure pas tant que ça non plus. Fait que ça, c'est le principe qui est plutôt théorique ou mathématique. Là, on va aller voir un petit peu dans les études qu'est-ce qu'ils ont démontré à ce sujet-là. On en présente seulement 4, mais on en a analysé beaucoup plus que ça. La première, c'est l'étude de Herman en 2013. C'est une étude prospective qui s'est faite chez 4180 patients qui se sont présentés à l'urgence pour des DRS dont le CG des troponines était négatif. Chez ces patients-là, on leur a fait passer des épreuves d'effort ou des imageries de perfusion et 11% des patients avaient des stress tests positifs pour de l'ischémie. Il y a 26% de ces patients-là qu'on a envoyés en coronarographie. Puis la Coro, elle a identifié 63 vrais positifs, mais 59 faux positifs, donc un haut taux de faux positifs. Puis, des 63 vrais positifs, il y avait seulement 28 patients qui avaient une lésion qui était revascularisable. Donc, ça, c'est seulement 0,67% de tous les patients qui ont été stratifiés. Donc, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On va chercher la minime proportion des patients qui pourraient être vascularisés. Puis, comme on va le voir plus loin, ben, c'est pas clair que cette minime proportion de patients va vraiment bénéficier de notre traitement. Puis je pense pas que vous avez ces chiffres-là, mais il faut toujours penser, faire une coronaro, c'est quand même invasif, là. Puis il y a des possibles effets adverses qui peuvent arriver avec ceci. Donc, on a un number needed to treat qui est assez élevé, puis un number needed to harm, on se pose des questions. Exact. Il y a beaucoup d'études aussi qui vont pas nécessairement inclure le devenir des patients et qui vont pas nécessairement inclure les effets indésirables. Il y en a quelques-unes que oui, mais c'est pas le cas pour la majorité des études. Alors, la deuxième étude dans ce contexte-là, c'est l'étude de Sandhu qui a été publiée en 2017. C'est une étude de 920 000 patients qui étaient âgés entre 18 et 64 ans qui se sont présentés à l'urgence pour des DRS et qui n'avaient pas de syndrome coronarien aigu. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé les patients qui se sont présentés les jours de semaine versus ceux qui se sont présentés la fin de semaine. Parce qu'on sait qu'à la fin de semaine, il y a moins de gens qui sont présents à l'hôpital. Ça amène moins d'interventions puis moins d'investigations. Ils ont cherché à voir s'il y avait une différence d'outcome entre ces deux groupes-là. Effectivement, on voit que les patients qui se sont présentés la semaine avaient plus tendance à être investigués. Donc, si on regarde 18% à 2 jours et 26% à 30 jours qui ont été investigués, versus ceux la fin de semaine, on parle plus de 12% à 2 jours et de 21% à 30 jours. Donc, une différence à peu près de 5% entre les deux groupes pour le taux d'investigation cardiologique.
Les résultats ont démontré que les patients qui sont présentés la semaine avaient plus d'investigations cardiaques en dedans des 30 jours. Ils étaient associés à une augmentation significative du nombre de coronarographies et de revascularisation, mais il n'y avait pas d'amélioration significative du nombre d'admissions pour infarctus aigu du myocarde quand on suivait les deux groupes à 1 an. On remarque donc plus d'investigations, plus d'interventions, mais pas d'impact sur l'issue centrée sur le patient, soit le taux d'admission pour un infarctus du myocarde. J'adore cette étude. Fait que si on a un DRS, on est mieux de se présenter la fin de semaine. Exact. Une autre étude, l'étude de Foy, qui a été faite en 2015, c'est une étude rétrospective de 420 000 patients qui sont présentés à l'urgence pour des douleurs thoraciques. Il y en a 30% qui ont subi une stratification, puis les patients qui ont été investigués, il y avait plus de chances d'avoir une coronarographie et de la revascularisation. Il n'y avait encore une fois aucun impact sur le risque subséquent d'être hospitalisé pour un infarctus du myocarde. Donc encore une fois, plus d'investigation, plus de revascularisation, pas vraiment d'impact. Puis finalement, l'étude de Scoen en 2016, c'est une revue systématique qui inclut 5 articles pour un total de 1700 patients. Ce qui est intéressant, c'est que c'était des patients qui avaient moins de 40 ans, qui sont présentés encore une fois à l'urgence pour des DRS et qui étaient classés à risque léger ou intermédiaire d'avoir un événement cardiovasculaire dans la prochaine année. De ces 1700 patients-là, il y en a seulement 15 qui ont eu des stress tests positifs, seulement 4 qui ont été considérés comme des vrais positifs. De ces 4-là, il y en a 3 qui ont refusé la coronarographie. Donc, il y a seulement un de ces patients-là qui est allé en coronarographie puis chez qui on a trouvé une lésion qui était revascularisable. Ce patient-là, par contre, avait déjà un antécédent de MCAS et avait déjà eu une pause de tuteur médicamenté antérieurement. Donc, on peut conclure que le test de stratification chez ce patient-là n'était pas utile. Donc, pour les patients en bas de 40 ans, on pourrait dire que ça identifie presque jamais de maladie coronarienne, les épreuves d'effort. Comme on peut voir avec ces études-là, la stratification cardiologique, ça démontre donc que chez les patients chez qui on utilise ces examens-là sont à très faible risque et que les épreuves d'effort, ils vont échouer à prédire ou à réduire la mortalité chez ces patients-là. Mais peut-être le problème, c'est l'épreuve d'effort. C'est peut-être pas le bon test. C'est intéressant cette question-là parce que la majorité des études qu'on vient de présenter, ou les plus vieilles études sur la stratification cardiologique, ça n'inclut pas le Coroscan. Puis là, maintenant, il y a un petit peu un vent vers le Coroscan. C'est la nouvelle mode en stratification cardiologique. Pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi, le Coroscan, c'est une technique d'imagerie qui utilise la tomodensitométrie avec contraste pour aller imager les vaisseaux coronariens et voir lesquels sont atteints de sténose. C'est pas la même chose que le score calcique, là, qui est une tomodensitométrie sans contraste, qui va juste aller voir la quantité globale de calcium dans les vaisseaux coronariens. Donc, théoriquement, le Coroscan va pouvoir nous permettre d'aller voir lesquels vaisseaux sont occlus et qui auraient besoin d'une revascularisation. On n'a pas analysé tous les articles de Coroscan en profondeur, mais on a analysé les principales à ce sujet-là. La première, c'est l'étude de Douglas en 2015, le PROMISE Trial, qui est un essai clinique randomisé qui s'est fait sur 10 000 patients qui ont été stratifiés à un Coroscan versus un test fonctionnel. Le test fonctionnel, c'était principalement des tests de médecine nucléaire. Il n'y a pas eu aucune différence dans les résultats primaires sur la mortalité, les infarctus, les hospitalisations pour angine, ainsi que les complications procédurales sur un suivi médian de 25 mois. Il y a eu plus de coronarographie et de revascularisation dans le groupe Coroscan, soit presque le double. Donc, on voit donc que le Coroscan a amené à plus de coronarographie, mais pas nécessairement des meilleurs outcomes. Il y a également un auteur de l'étude qui a fait une analyse post-hoc ou une analyse subséquente de cette étude-là, qui a tenté de démontrer que c'était utile. Essentiellement, ce qu'il a dit, c'est que le Coroscan manquait beaucoup moins d'événements coronariens parce que seulement 10% des événements coronariens chez le groupe Coroscan se sont produits chez des patients qui avaient un Coroscan complètement normal, contrairement à 54% dans le groupe test fonctionnel. Notre problème avec ça, c'est que le Coroscan, il définissait un test anormal comme étant une sténose de 1 à 59%. Dans leur étude, ça faisait en sorte qu'il y avait seulement 33% des patients qui étaient classés comme normal, contrairement au groupe fonctionnel où est-ce que 78% des patients étaient classés comme normal. Donc oui, le Coroscan va manquer moins d'événements coronariens, mais c'est parce qu'il classe presque tout le monde comme étant anormal. Donc le prix à payer, ça serait énormément plus de faux positifs et de surinvestigation. On n'arrive pas à un sweet spot entre sensibilité et spécificité avec le Coroscan. Exactement. Ensuite, le deuxième
étude principale à ce sujet-là, c'est le Scott Hart Trial. C'est une étude randomisée contrôlée de 4146 patients qui ont été référés en cardiologie pour investigation d'angine. À peu près le même devis. Là, on a comparé les soins standards aux soins standards avec l'ajout d'un Coroscan. L'issue principale qui a été mesurée dans cette étude-là, c'est la certitude du diagnostic de MCAS. Leur conclusion, le Coroscan a augmenté la certitude de diagnostic de MCAS avec un risk ratio à 1,79. Ça a donc changé le diagnostic et ça a pu changer le traitement. Toutefois, pour nous, l'issue de certitude d'un diagnostic de MCAS, ce n'est pas nécessairement une issue importante pour le patient. C'est clair que de faire des tests supplémentaires, ça va conforter le clinicien dans son diagnostic, mais à quel prix si on n'a pas de vrais bénéfices pour le patient? En plus, quand on regarde les vrais chiffres de l'étude, il y a eu 94 coronarographies dans le groupe Coroscan, contrairement à seulement 8 dans le groupe contrôle, avec presque 10 fois plus de coronarographies qui ont été performées sans bénéfice démontré. À date, le seul promise, puis Scott Hart, c'est le promise de plus de coronaro. C'est exact. Le seul bénéfice qui a pu être démontré, là, c'est avec la même étude, là, le Scott Hart Trial. Les mêmes auteurs ont suivi la même cohorte pendant 5 ans supplémentaires. Et à la fin du 5 ans, ils ont réussi à démontrer une réduction du nombre d'infarctus du myocarde non fatal, donc 44 infarctus dans le groupe Coroscan versus 73 dans le groupe test fonctionnel. Ça donne un number needed to screen à 71. Donc, peut-être une légère diminution du nombre d'infarctus à 5 ans, mais quand on regarde les chiffres, il y avait beaucoup plus de traitements préventifs comme des statines, de l'aspirine, dans le groupe Coroscan. Donc, on peut assumer que probablement que le bénéfice sur les infarctus du myocarde était à cause des traitements préventifs et pas nécessairement de l'intervention en soi. En plus, un petit chiffre sur un suivi de 5 ans, c'est quand même sujet à beaucoup de biais. Il faudrait avoir plus d'études pour savoir si le Coroscan a réellement un bénéfice sur nos patients. Mais est-ce qu'ils ont eu plus de statine et de l'aspirine à cause de leur Coroscan? C'est l'argument que les auteurs en font parce que selon ce qu'ils disent dans leur conclusion, c'est que ça l'a aidé à changer le diagnostic. Or, comme on va voir plus loin, pour nous, il y aurait peut-être eu d'autres façons de voir lesquels patients y auraient eu besoin de ces traitements-là. Donc, on a parlé beaucoup de stratification qui augmente de revascularisation, ce qui n'est pas nécessairement une issue centrée sur le patient. Y a-t-il des tests de stratification qui ont des impacts positifs sur les issues qui nous concernent? Alors, il y a beaucoup de biais d'investigation puis de biais de confirmation qui est associé à cette littérature-là. Puis les meilleures études pour nous aider, c'est les essais cliniques randomisés. Par contre, il y en a peu. La plupart, ce sont des études observationnelles. Voici les 2 essais cliniques randomisés qu'on a trouvés qui étaient les plus intéressants à analyser. Alors, on a premièrement l'étude de Lim qui a été publiée en 2013. C'est un ECR d'environ 1000 patients qui se sont présentés à l'urgence pour des DRS et qui, encore une fois, n'avaient pas de syndrome coronarien aigu. On les a randomisés au protocole standard de DRS versus un protocole de test en médecine nucléaire avec effort physique ou pharmacologique. Donc, une sorte de stress test dans les 24 heures suivant la consultation. Si on suivait ces patients-là à 30 jours et à 1 an, il n'y avait aucune différence d'événement cardiaque dans les 2 groupes. La deuxième étude, l'étude de Frisoli en 2017, c'est une étude intéressante parce qu'elle s'est penchée un peu plus sur les coûts puis les durées d'hospitalisation liées à l'investigation. Donc, c'est un SCR de 100 patients d'un âge moyen de 50 ans qui se sont présentés à l'urgence avec des symptômes suspects pour un SCA, dont 2 troponines étaient négatives et dont le Modified Heart Score était en bas de 3. On les a randomisés à une admission dans une unité d'observation avec une épreuve d'effort versus directement un congé. Sans surprise, on remarque qu'il y a une augmentation significative du temps d'hospitalisation dans le groupe hospitalisé, donc 26 heures versus 6 heures. Puis une augmentation significative des coûts liés aux soins. On a dans le groupe hospitalisé 9 600 $ versus 3 000 $ environ pour le groupe congé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a recensé aucun décès, aucun infarctus et aucune hospitalisation subséquente dans les 2 groupes. On peut donc dire que c'est sécuritaire et que c'est moins coûteux de congédier les patients à faible risque sans leur passer une épreuve d'effort d'emblée. Comme on peut voir, les ECR sont beaucoup moins nombreux pour répondre à la question clinique qui est est-ce que les épreuves d'effort, ça nous aide réellement? Est-ce que ça aide réellement nos patients? Mais globalement, si on combine les essais cliniques randomisés avec les études observationnelles, toutes les études qu'on a analysées vont dans le même sens, mis à part possiblement le Scott Hart Trial que Thomas vient de parler. Donc, il n'y aurait pas de bénéfice démontré sur la mortalité ni la morbidité lorsqu'on ajoute une épreuve d'effort à notre prise en charge.
On remarque une augmentation significative des investigations subséquentes de coronarographie, de coûts et de durée d'hospitalisation quand on utilise ces tests-là. C'est quand même dommage, hein? Moi qui pensais que cardio, c'était l'enfant d'or de la médecine basée sur les preuves. Puis ça surprend aussi parce qu'on a tous comme cliniciens un patient en tête qu'on a envoyé pour un stress test, puis là, le gars a ramassé en chirurgie de cœur, puis il nous remercie pour le restant de nos jours, là. C'est dur d'avoir ça en tête puis de faire face à ce que vous dites là. Est-ce que vous pensez, suite à cette revue un peu décevante, là, si je peux dire ça comme ça, y a-t-il des alternatives qui fonctionnent? Ben oui, puis si je peux amener des points qui sont un peu plus positifs, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent en maladie coronarienne. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui vont vraiment réduire la morbidité et la mortalité chez nos patients. On pense notamment aux thérapies préventives, comme les statines ou l'aspirine, les thérapies anti-angineuses ou même les IECA, qui ont été des traitements reconnus pour la MCAS. Comment je fais pour savoir si mon patient il bénéficierait d'avoir ces traitements-là? Ça, c'est la première question qu'on se demande. Après ça, on se dit, comment je fais pour savoir si mon patient est à faible ou à haut risque? Une des solutions qu'on présente, ça serait d'utiliser des scores cliniques. Il y en a beaucoup qui ont été inventés pour ce sujet-là précisément. Il y a le HeartScore, le EDAX, le TIMI, le ADAPT, le GRACE, il y en a eu beaucoup. Principalement, on s'est concentré sur le HeartScore et sont utilisés pour notre question, comment on fait pour stratifier les patients avec des DRS. Les études qui ont parlé du HeartScore, la première que je vais vous parler, c'est l'étude de Bacchus en 2013, qui est essentiellement l'étude de validation du HeartScore. C'est une étude sur 2440 patients qui sont présentés à l'urgence pour des DRS. Ça comparait avec les autres scores cliniques, ça démontrait que c'était plus performant que les autres scores pour prédire les MACE. Également, dans le groupe HeartScore faible risque, il y avait 1,7% des patients qui ont eu des MACE à 6 semaines, mais la moitié des MACE étaient des revascularisations. Il y a eu un seul décès qui était par suicide, donc pas une cause coronarienne. Ensuite, il y a eu l'étude de Mahler en 2011 qui utilisait le HeartScore pour les patients qui sont présentés à l'urgence pour des DRS. Les HeartScore faible risque avaient un taux de MACE à 0,6%, contrairement à 4,2% pour les patients à haut risque. Les auteurs font même la mention que si on avait utilisé les troponines sériées, on n'aurait manqué aucun MACE chez ces patients-là. Également, si on avait évité de faire des tests de stratification chez les patients à faible risque, on aurait évité 85% des investigations cardiaques. Finalement, l'auteur Anwar, en 2024, donc une étude récente, a regardé la sensibilité, la spécificité du HeartScore pour détecter les MACE. La sensibilité était de 91% et la spécificité était de 80%. Donc, si on compare aux chiffres qu'on a présentés plus tôt, c'est quand même semblable, voire meilleur pour prédire les MACE que les tests de stratification cardiologique. Et c'est moins coûteux pour les patients. Je ne connais pas le HeartScore. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est là-dedans? Oui, parfait. Fait que le HeartScore, c'est un score clinique qui va se baser sur plusieurs facteurs. Fait que le premier facteur, c'est un acronyme, là. Fait que le premier facteur, c'est le H, c'est le history. Donc, on donne 0 point pour une histoire qui n'est pas suspecte. On donne 1 point pour une histoire qui est suspecte de façon modérée. Puis on donne 2 points pour une histoire qui est suspecte. Ensuite, c'est les ECG. L'ECG normal, 0 point. ECG un peu anormal, 1 point. Et ECG avec des changements du ST, 2 points. Ensuite, on a l'âge. Donc, en bas de 45, 0. Entre 45 et 64, 1 point. Puis en haut de 65, 2 points. R, c'est pour Risk Factors. Donc, pas de facteur de risque, c'est 0. 1 à 2 facteurs de risque, c'est 1. Plus que 3 facteurs de risque, c'est 2. Puis finalement, il y a le T, qui est la troponine. Donc, une troponine normale, 0. Une troponine de 1 à 3 fois la limite supérieure, c'est 1 point. Puis plus que 3 fois, c'est 2 points. Un HeartScore de 0 à 3, c'est un faible risque. De 4 à 6, c'est modéré. Puis en haut de 7, c'est élevé. J'adore ça parce qu'après tout ça, on revient à la base. Hein? L'histoire, les antécédents, notre jugement clinique. Oui, exact. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de démontrer, c'est que notre jugement clinique va nous permettre de préciser c'est qui les patients qui ont réellement une MCAS. Si l'histoire est vraiment suspecte pour une MCAS, notre jugement clinique va nous permettre de démontrer que c'est bel et bien le cas et qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire des tests pour aller confirmer ça de façon artificielle.
Tantôt, quand on parlait c'était moins de 1% qui finalement allait avoir des problèmes, puis qu'on parlait de, ouais, mais si moi je suis le patient, le 1 sur le 100 qui va avoir une lésion coronarienne, tu sais, on aurait aidé ce patient-là. Qu'est-ce que vous dites à ce commentaire-là? Alors, c'est pas si simple que ça. Parce que la question pourquoi un clinicien va demander une épreuve d'effort, c'est en se disant, bon, possiblement, je vais trouver une lésion. Puis ça suppose qu'il va vouloir revasculariser cette lésion-là. Donc, il y a beaucoup de littérature qui s'est penchée sur la question du bénéfice de la revascularisation des sténoses coronariennes, autant en clinique de syndrome coronarien aigu qu'en clinique de MCAS qui est stable. Donc, on s'est penché un peu sur les deux groupes de population, même si pour nous, les patients qui sont en SCA, ce n'est pas vraiment ceux qui sont inclus dans notre étude. Mais on se dit que si on a de la misère à démontrer un bénéfice chez ces patients-là, mais probablement que le bénéfice est encore plus faible chez les patients qui ont de la MCAS stable. Donc, si on débute avec la première étude, une étude de Fanning qui se penche sur la question pour les patients qui ont un NSTEMI. Donc, c'est une revue Cochrane chez qui ils ont évalué les patients qui se présentaient avec un NSTEMI ou de l'angine instable, soit qu'ils les envoyaient directement en coronarographie ou ils commençaient par un traitement médical. Puis s'il y avait échec du traitement médical, donc c'est-à-dire persistance d'angine, persistance des signes d'ischémie ou un stress test positif, alors là, ils envoyaient le patient en coronarographie. Dans cette étude-là, il y avait 8 ECR qui ont été inclus, autour de 9000 patients qui ont été suivis pour un total de 12 mois, puis ont montré aucune différence de mortalité entre les deux groupes. Dans le groupe invasif, il y a eu un taux d'infarctus, d'angine réfractaire et de réhospitalisation qui était un petit peu moindre, mais ils ont eu plus de segments, donc possiblement périprocéduraux, puis aussi plus d'infarctus périprocéduraux. Donc, les auteurs, ce qu'ils tiraient de ces données-là, c'était que c'était plus judicieux de sélectionner les patients qu'on envoie en coronarographie plutôt que des patients que de les envoyer d'emblée tous en coronarographie. Ça, ici, on parle des patients qui sont avec des syndromes coronariens aigus. Maintenant, si on tombe dans la catégorie des patients qui ont de la MCAS stable, on a 3 études à ce sujet-là. Donc, la première, c'est l'étude de Sergiopoulos en 2012. C'est une méta-analyse de 8 ECR, 7000 patients avec angine stable ou ischémie au stress test qui ont été randomisés à un traitement de reperfusion par stent ou à un traitement médical de la MCAS. Ils ont montré aucune différence entre les deux groupes pour la mortalité, sur le nombre d'infarctus et sur l'angine persistance pour un suivi moyen de 4,3 années. Une autre étude intéressante, c'était l'étude de Cannes qui a été faite en 2019. C'est une méta-analyse de 5 ECR qui totalisait 8000 patients. Puis ils ont évalué le bénéfice de revasculariser systématiquement tous les patients avec angine stable comparativement à un traitement médical. Ils ont montré aucun bénéfice au niveau de la mortalité, au niveau du taux d'infarctus puis au niveau du soulagement de l'angine entre les deux groupes après un suivi de 5 ans. Dans cette étude-là, il y avait toutefois une petite limite, c'est qu'il y avait peu de patients qui étaient incorporés qui avaient de la maladie des 3 vaisseaux. Il y avait aussi beaucoup de transferts entre les deux groupes, donc beaucoup de patients qui étaient dans le groupe initialement médical, puis qui finalement ont fini par avoir quand même une revascularisation. Donc, ça limite un peu l'interprétation de ces données-là. Finalement, il y a l'étude de Maron en 2020, l'étude de l'ischémia, qui est un des ECR les plus cités, ayant analysé le bénéfice des stratégies de revascularisation chez les patients avec angine stable. Donc, les patients inclus, ils devaient avoir de la maladie coronarienne modérée à sévère qui avait été diagnostiquée par épreuve d'effort puis confirmée avec un coroscan. Il y avait au total 5000 patients qui ont été randomisés dans 2 groupes. Un groupe de traitement médical intensif avec option de revascularisation si échec et un groupe avec traitement avec revascularisation d'emblée par stent ou pontage selon les résultats de la coro. Les patients ont été suivis pendant 5 ans. Puis les principaux résultats démontrés, c'est en fait une absence de différence pour l'issue primaire. Eux, c'était une issue composite de mortalité, d'infarctus, d'hospitalisation pour angine ou d'insuffisance cardiaque pour 5 ans de suivi. Ils ont même noté un peu plus d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans le groupe invasif, ce qui pourrait démontrer possiblement un effet néfaste de la coronarographie ou de la chirurgie avec pontage. Si on regarde les courbes, on peut remarquer que le nombre d'événements pour l'issue primaire était un petit peu plus élevé dans le groupe invasif. Donc, les patients qui ont été en coro ou qui ont eu des pontages, peut-être un petit peu plus d'infarctus périprocéduraux, alors qu'à la fin du suivi, à 5 ans, il était un petit peu moins que le groupe contrôle. C'est des différences qui sont non statistiquement significatives, mais ça aurait été intéressant de voir si on prolongeait le suivi, qu'est-ce qui serait arrivé. Donc, avec les données actuelles, ça semble assez clair qu'il n'y a pas de bénéfice démontré à tenter une approche invasive chez les patients qui ont une maladie coronarienne stable,
soit la population qu'on étudie ici dans notre étude. Je pense que les cardios vont pas vous aimer là, dans ce balado-là. Vous allez leur enlever du travail de leur angio. Si je comprends bien, c'est que pour un MCAS stable, souvent le traitement médical, c'est suffisant. Ce que les études montrent, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice d'aller les revasculariser d'emblée. Possiblement que ces patients-là se retrouvent à consulter si jamais ils font un événement cardiovasculaire, puis qu'on peut les revasculariser à ce moment-là sans qu'il y ait une différence sur les outcomes. On arrive un petit peu à la conclusion, là, mais notre but, c'est pas d'enlever le travail au cardiologue complètement. Là. C'est pas de démentir complètement l'utilisation des tests de stratification cardiologique, mais c'est de mieux informer le clinicien pour qu'il puisse prendre une décision éclairée avec son patient. De la même façon qu'on est capable d'avoir une décision éclairée avec nos patients par rapport au dépistage du cancer de la prostate, par exemple. Quand on a cette discussion-là avec nos patients, il y a certains faits qui sont à garder en tête qu'on a démontrés avec notre revue de littérature. Donc, le premier fait à garder en tête, les patients avec DRS qui ont une investigation initiale négative ou dont l'histoire ne nous fait pas penser qu'il est en syndrome coronarien aigu, ce sont des patients qui sont à très faible risque d'événements coronariens à court ou moyen terme. Bien souvent en bas de 1%. Ensuite, deuxième constat, les tests de stratification cardiologique sont peu performants, donc ils ont une faible sensibilité ou spécificité pour détecter la maladie coronarienne. Ils sont associés à un haut taux de faux positifs et même de faux négatifs, surtout dans un contexte de faible prévalence de la maladie. Ensuite, le Coroscan semble être plus sensible pour détecter de la MCAS, mais potentiellement à un prix d'un surdiagnostic significatif. Son réel bénéfice pour les patients, il reste à démontrer. De nombreux scores cliniques, notamment le Hard Score, ça nous permet de stratifier les patients avec des DRS de la même façon, voire d'une façon plus efficace que les épreuves d'effort. Finalement, il n'y a pas de bénéfice démontré à traiter la maladie coronarienne stable de façon invasive, soit avec une revascularisation, comparativement à une prise en charge médicale. Puis quand vous comparez ce que vous venez de dire à ce qui est dit dans les lignes directrices en cardiologie, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça ne donne pas exactement la même chose. Donc, si on prend d'abord les guidelines sur la prise en charge de la maladie coronarienne stable, publiées par la Société canadienne de cardiologie en 2014, eux, ils caractérisent les douleurs thoraciques en 3 critères. Le premier critère, c'est un inconfort rétrosternal dont la qualité et la durée est caractéristique. Le deuxième critère, c'est que cette douleur-là est provoquée par l'exercice ou le stress émotionnel. Puis finalement, le troisième critère, c'est que c'est soulagé par le repos ou la nitroglycérine. Ensuite de ça, il suggère, donc ici on parle de recommandations conditionnelles avec un niveau d'évidence faible à modéré, des tests supplémentaires pour les cas suivants. Donc, premier cas, c'est les patients qui ont plus de 30 ans et qui ont 2 ou 3 critères sur 3. Deuxième cas, c'est les hommes en haut de 40 ans et les femmes en haut de 60 ans qui ont un seul des critères sur 3. Puis finalement, les hommes en bas de 40 ans et les femmes en bas de 60 ans avec un seul critère sur 3, ils devraient avoir des tests supplémentaires s'il y a des signes de MCAS qui sont présents, soit un ECG de base anormale ou plusieurs facteurs de risque, donc diabète, tabagisme, hyperlipidémie, hypertension ou insuffisance rénale chronique. Ça ressemble un peu à notre accueil clinique. Mais c'est un peu plus permissif que ce qu'on a discuté tantôt. Puis les sociétés américaines, ça dit quoi? En 2021, les sociétés cardiologie américaines ont mis à jour leurs guidelines concernant les DRS. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils amènent, eux, la notion de score clinique, comme on présentait plus tôt. Donc, lorsque le syndrome coronarien aigu est exclu avec un ECG et des troponines, c'est recommandé d'utiliser un CDP, un Clinical Decision Pathway, afin de stratifier les patients à faible, moyen ou haut risque. Il y a plusieurs scores cliniques qui sont proposés, dont le Hard Score qu'on a parlé plus tôt, mais aussi le EDAX, le ADAP ou le NOTAR. Lorsque les patients avec DRS sont à faible risque, donc un risque de MACE à 30 jours en bas de 1%, c'est raisonnable de donner congé aux patients sans admission urgente ni investigation cardiaque. C'est une recommandation qui est modérée avec un niveau d'évidence qui est modéré. Pour les patients qui sont à risque modéré, donc un Hard Score entre 4 et 6, ce qu'ils recommandent, c'est de procéder à des actions supplémentaires, donc option de faire une échographie, d'admettre le patient, de l'observer ou de faire des stress de stratification. Fait que si on revient sur nos cas cliniques, on avait le jeune de 28 ans qui avait un DRS lorsqu'il jouait au hockey, mais qui était reproductible au toucher. Qu'est-ce que vous aurez fait avec lui suite à votre lecture de la littérature?
Si on se fie au score clinique, c'est un patient qui est à faible risque. Donc, son Hard Score est à 1, puis son EDAX est à 2. Donc, très faible probabilité pré-test de maladie coronarienne. On peut aussi se servir de l'outil de Testing Wisely, comme on a mentionné plus tôt. Ça donnerait aussi une probabilité pré-test de maladie coronarienne à 0,27 %, donc très faible. Les guidelines canadiens et américains, tous les deux sont d'accord qu'ils ne recommandent pas de tests supplémentaires chez ce patient-là. Il faudrait par contre lui recommander de consulter rapidement à l'urgence s'il y a des douleurs persistantes ou si les douleurs s'aggravent avec le temps. Donc, comme on fait toujours, des bons conseils de départ. Là où la question persiste dans ce cas-là, c'est la pertinence de demander une troponine. Les guidelines canadiennes, ils disent pas nécessairement, alors que les guidelines américains, eux, ils l'incluent d'emblée dans leur Clinical Decision Pathway. Donc, c'est un peu une zone grise. Pour nous, ce qu'on recommande, ce qu'on pense de ça, c'est que le clinicien, il pourrait utiliser son jugement clinique pour décider de demander une troponine ou de ne pas en demander. Alors, si c'est une douleur qui est partie, qui n'est pas venue depuis plus de 5 jours, alors on sait que la troponine risque d'être négative, donc peu d'utilité. Ici, je vois un biais de contexte, là. Si le jeune se présentait à l'urgence, peut-être qu'il aurait eu sa tropo. S'il se présente en clinique, c'est sûr que moi, je fais pas de tropo. Exact. Puis l'autre madame, là, elle avait pas mal de facteurs de risque. Elle m'inquiète quand même pas mal plus. Qu'est-ce que vous ferez pour elle? Oui, fait que, effectivement, ça devient un peu plus compliqué avec cette patiente-là. On est d'accord de ne pas stratifier le premier patient, mais chez celle-ci, ça devient un petit peu plus compliqué. Elle a de l'hypertension, du diabète, une histoire qui était peut-être un petit peu plus suspecte, là, vu des douleurs prolongées. Si on calcule son hard score, ça donne un hard score à 4. Ça met donc la patiente dans la catégorie risque modéré. Les mêmes guidelines qu'on vient de parler plus tôt, eux, ils recommandent de faire des actions supplémentaires. Échographie, admission, observation, test de stratification. Notre problème avec nous, notre enjeu avec ça, c'est que les patients qui sont classés risque modéré, ils sont souvent à bien plus faible risque qu'on pense. On se rappelle des études qu'on a présentées au début. C'était des patients avec des facteurs de risque. Donc, il y aurait probablement une bonne proportion d'eux étaient classés dans la catégorie risque modéré. Mais on a quand même trouvé un taux de MACE en bas de 1% chez ces patients-là. Si on prend cette patiente-là précisément, puis on utilise l'outil Testing Wisely dont j'ai parlé plus tôt, la probabilité pré-test de cette patiente, c'est 4,2%. On est d'accord que c'est significatif. Mais lorsqu'on ajoute les ECG et la troponine négative, on descend à 0,05%. Donc, c'est un petit peu ça notre critique des guidelines. Dès que le patient il a un petit facteur de risque ou certains facteurs de risque à un âge un peu plus avancé, il va tomber dans la catégorie risque modéré. Il va falloir faire des tests supplémentaires. Toutefois, pour nous, par définition, dès qu'il y a un ECG, une troponine normale, le patient il est plutôt faible risque. Donc, peu de chances de bénéficier d'un test de stratification cardiologique qui est ni sensible ni spécifique. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour cette patiente-là? Donc, suite à nos recherches, ce que nous proposons dans le cas des risques des patients dans la catégorie risque modéré, ça serait plutôt d'avoir une discussion éclairée. On peut lui présenter les différentes options. Procéder à un test de stratification cardiologique, ça pourrait être considéré, mais c'est associé à un haut taux de faux positifs et d'interventions supplémentaires qui n'ont pas nécessairement de bénéfices pour nos patients. Dans ce cas-ci, une prise en charge médicale serait alors tout à fait adéquate et c'est associé à des issues qui sont tout autant favorables. Donc, de la même façon, on peut lui parler de contrôler ses facteurs de risque, hypertension, diabète. On peut lui offrir une statine selon son score de Framingham. On peut lui offrir une aspirine si on est convaincu de son diagnostic de façon clinique et d'autres thérapies engineuses selon la clinique. Bien sûr, ce genre de travail-là, il devrait être fait avec des balises claires de quand reconsulter et un suivi avec un médecin de famille ou un cardiologue selon le besoin. On peut faire également une consultation en cardiologie si on a des doutes, dans les cas un peu plus imprécis. Finalement, si le patient y est dans la catégorie haut risque, on en a un petit peu moins parlé, mais il y a une probabilité d'événement coronarien qui est beaucoup plus significatif. Pour ces patients-là, il serait donc raisonnable de demander l'avis des cardiologues d'emblée. C'est des patients qui auraient potentiellement plus de bénéfices au test de stratification, mais encore une fois, si le patient n'est pas intéressé par ça, par exemple les patients âgés, les patients comorbides, une prise en charge médicale n'est pas nécessairement inférieure pour les issues pertinentes pour les patients. Il faut donc choisir avec soin les patients qu'on envoie passer ces tests. Faire toujours plus, ce n'est pas nécessairement mieux. Puis on conseille de se concentrer sur les interventions qui sont démontrées efficaces pour réduire le risque cardiovasculaire chez nos patients.
Merci, Dr. Prévost, Dr. Larente. C'est très intéressant. Donc, à réfléchir 2 fois avant d'envoyer nos patients en stratification cardiaque, à incorporer des outils cliniques dans notre stratification, puis à faire plus de décisions partagées avec nos patients en cardiologie. Merci beaucoup, Dr. Glaser, de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci.